Alors, on est reparti avec la dernière question sur ce volet descriptif des firmes multinationales et de leurs IDE. Donc, question. Qui sont les principaux pays émetteurs d'IDE et les principaux pays destinataires de ces IDE? Donc, les IDE constituent donc le levier principal de l'internationalisation de la production. Effectivement, les entreprises, pour produire à l'international, elles vont, comme je l'ai dit plus haut, devoir réaliser des IDE de diverses formes pour pouvoir avoir plusieurs unités de production à l'étranger. Donc ces IDE ont forcément connu un essor très rapide, en particulier depuis le milieu des années 80. C'est ce que nous montre le document 12 ci-dessous. Alors un bref commentaire de ce document, qui a le mérite d'être relativement récent, puisqu'il va jusqu'en 2016. Vous avez donc, alors première information, imaginez que ça tombe en EC2, hein. Première information qui est frappante, c'est que le stock d'IDE, alors c'est les IDE entrants, ça veut dire qu'on a fait la somme de tous les IDE qui sont rentrés dans les divers pays du monde, et on a compté combien il y en avait, et on a regardé comment ça a augmenté ou baissé au fil des années. Donc, ce qui est frappant dans ce graphique, c'est que on voit bien la forte augmentation des IDE, en tout cas sur le long terme. Là, vous voyez bien, il y a des rechutes, enfin, il y a des moments où ça ralentit. Ça ne diminue pas, hein, puisque on reste toujours sur des augmentations. Et ici, mais des augmentations de moins en moins fortes. Donc ça, c'est en particulier dû à à la bulle Internet des années 2000, hein, dont les effets se font ressentir quelques années suivantes. En 2009, crise des subprimes. Donc on voit bien ici, on était là, ça aurait dû se poursuivre comme ça directement, mais on a un creux, hein. On repère bien l'histoire, hein, dans ce genre de documents. Donc, mais bon, sur une tendance de long terme, on constate que les IDE sont de plus en plus fréquents. Il y a de plus en plus d'IDE qui sont réalisés au fil des années. Concernant la répartition de ces IDE, donc on s'intéresse donc aux pays qui en sont les destinataires, puisque c'est marqué ici entrée nette des IDE. Donc c'est les pays qui sont destinataires de ces IDE. Alors on ne va pas s'épancher très longtemps, mais on constate que l'Amérique du Nord est depuis, alors peut-être pas depuis toujours, mais en tout cas depuis l'origine, un destinataire privilégié de ces IDE. Donc ça veut dire que les pays développés sont les principaux destinataires des IDE, en particulier les États-Unis et l'Amérique du Nord en général. Et ça va croissant. Le segment rouge, vous voyez, puisque l'Amérique du Nord c'est le segment rouge, il est de plus en plus grand. Et il a toujours été présent. En revanche, il y a certains segments qui sont apparus. Par exemple, les pays d'Asie de l'Est et Pacifique. Donc eux, ils n'étaient pas présents jusque dans les années 90 et on voit petit à petit qu'ils deviennent des destinations et en particulier sur la fin, hein, à partir du début des années 2000, des destinataires privilégiés des IDE. On a ensuite les pays d'Afrique subsaharienne qui sont aussi également des destinataires pardon, pas les pays d'Afrique subsaharienne, mais plutôt les pays. Il y a deux vers, un vert clair. Donc les pays d'Amérique latine, qui sont des destinataires importants, de plus en plus importants d'IDE. Pays d'Amérique latine parce que vous avez parmi eux des pays qui font partie des BRICS. Donc le Brésil par exemple, hein. Les BRICS c'est Brésil, Russie, Inde, euh, Afrique du Sud, c'est ça. Et Chine, oui, c'est pour Chine. Donc, bon, dans les BRICS, vous avez le Brésil. Et donc, le Brésil était un destinataire important des IDE. C'est pour ça que dans les pays d'Amérique latine, il y a beaucoup d'IDE qui rentrent, parce qu'en Amérique latine, il y a le Brésil. Voilà, ensuite, bon voilà, c'est à peu près tout pour ce commentaire. Sachant que voilà, Asie de l'Est, hein, il y a la Chine, hein. C'est pour ça qu'en fait, il y a un gros morceau violet à chaque fois, c'est la Chine, hein, qui est un destinataire important d'IDE. Donc, un commentaire de tout ça. Donc, parallèlement au très fort accroissement des IDE, leur origine et leur destination ont fortement évolué depuis les années 90. Alors d'ailleurs, depuis les années 1990, hein, je vous ai peut-être fait la remarque. Bon, c'est pas très correct de dire années 90, ça fait un peu langage familier. Dites toujours dans les années 1990 ou 1970.
Voilà, bon, c'est une remarque. Donc, reflétant les grandes mutations du commerce international, les pays d'origine des IDE sont encore concentrés parmi les pays développés. Donc 75% des IDE en 2012, ça veut dire que les destinataires ou les émetteurs, en grosso modo, des IDE, c'est des pays développés. Mais cette proportion est en déclin. Ça veut dire que les pays en développement ou les pays émergents sont des acteurs de plus en plus importants en termes d'émissions d'IDE, mais aussi en tant que destinataires. Bon, ça, je vous renvoie à votre cours de géographie qui doit être beaucoup plus fourni sur ces problématiques. Voilà, il y a un chapitre sur ce type de sujet. Donc n'hésitez pas à aller prendre 2-3 données sur votre cours de géographie, ce sera sûrement plus précis. Symétriquement, la proportion des IDE en provenance des pays émergents s'accroît régulièrement, notamment depuis les années 2000. Par ailleurs, on observe des évolutions de plus grande ampleur concernant les IDE entrants. Les pays développés restent la destination la plus fréquente des IDE, 40% en 2012. Si vous avez des chiffres plus récents, n'hésitez pas. Mais ils sont de plus en plus concurrencés par les pays émergents, qui accueillent une proportion nettement croissante des IDE mondiaux. Bon, je ne m'étends pas plus puisque on est dans la description, ce serait bien qu'on atteigne des aspects plus argumentatifs prochainement. Donc j'enchaîne, hein. On passe au petit 2. Donc le rôle des firmes multinationales dans les échanges mondiaux, le commerce intra-firme. Donc pareil, ça va être très rapide, parce que pareil, c'est descriptif. Alors on y va. Le fait que les entreprises se multinationalisent, c'est-à-dire que des entreprises décident d'avoir des filiales à l'étranger, eh bien, ça va avoir un effet sur les échanges mondiaux. En effet, les différentes filiales appartenant à une société mère, par définition de ce que c'est qu'une FMN, hein, c'est une société mère avec des filiales, dont chacune de ces filiales dépend de la société mère et sont réparties dans différents pays. Donc ces différentes filiales vont s'échanger des marchandises. La production de certaines filiales constitue les consommations intermédiaires, qu'on appelle également en économie input ou alors intrant. Donc ça veut dire que ce dont une entreprise a besoin pour produire, c'est ses consommations intermédiaires, on l'a déjà fait, hein. Eh bien ces consommations intermédiaires vont être la production d'autres filiales en amont dans le processus de production. Donc c'est ça, la situation, hein, c'est des filiales qui sont reliées les unes aux autres par le processus de production. La production des unes constituant les inputs ou les consommations intermédiaires des autres filiales, situées donc dans d'autres pays. Ces échanges ne sont pas réellement du commerce, hein, car ils ont lieu entre filiales d'un même groupe. Ce pas des filiales qui se vendent des choses puisqu'elles font partie de la même entreprise. Mais ces flux sont cependant enregistrés d'un point de vue comptable au moyen d'un prix. C'est-à-dire comptablement, il y a un prix qui va être appliqué pour chacun de ces flux, mais c'est pas vraiment du commerce, c'est juste pour tenir une comptabilité, pour que l'entreprise sache ce qu'elle a envoyé, voilà, qu'elle sache où va son argent. C'est plus pour faire une comptabilité que vraiment faire du commerce avec soi-même, ce qui est un petit peu curieux. En tout cas, ces prix, on les appelle des prix de transfert. C'est le prix qui est enregistré pour enregistrer les flux de marchandises entre filiales. Alors là, je prends un exemple complètement fictif pour être sûr que vous avez bien compris. Donc on imagine une filiale qui fabrique des écrans de téléphone, téléphone portable. Cette filiale, ses productions d'écran, c'est son résultat, hein, c'est sa production. Et elle va envoyer sa production à une autre filiale dont l'activité va être d'assembler le téléphone. Donc il y aura les écrans qui vont être assemblés sur le reste du téléphone. Ces deux filiales font partie du même groupe, hein, mais on va faire comme si ces écrans étaient vendus à l'autre filiale qui va se charger de l'assemblage, alors qu'elles font partie de la même entreprise, hein, de la même firme. Donc ces flux de marchandises, hein, seront quand même facturés à la filiale qui va les recevoir, mais ce sera ce qu'on appelle donc un prix de transfert qui sera appliqué. Et ce prix de transfert n'a pas forcément, voire même jamais, de rapport avec un vrai prix, c'est-à-dire un vrai prix de marché qui dépendrait des coûts de production de l'entreprise. Les écrans peuvent être facturés à un prix ridiculement bas, ou alors à des prix anormalement élevés. Ça ne change rien, c'est juste pour tenir une comptabilité. Donc distinguez bien prix de transfert, qui est juste un sorte de signal d'un vrai prix de marché qui relève de coûts de production.
D'ailleurs, au passage, ces prix de transfert sont souvent utilisés pour faire de l'optimisation fiscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines firmes multinationales très habiles euh, vont utiliser les prix de transfert pour gonfler artificiellement les bénéfices qu'ils vont réaliser dans certains pays, volontairement, parce que ces pays sont des paradis fiscaux où la fiscalité est extrêmement faible sur les bénéfices. Donc on va faire croire aux pays en question que la richesse a été créée ici, alors qu'en vérité ça a été créé dans d'autres pays où la fiscalité est plus lourde. Mais bon, vu que les prix de transfert permettent de transférer ces bénéfices dans ces pays-là, eh bien l'imposition s'appliquera sur là où comptablement le bénéfice a été réalisé. Donc c'est-à-dire qu'on aura une imposition sur les bénéfices quasiment égale à 0%. Donc ça c'est une tactique fiscale légale, hein, qui consiste à jouer sur les prix de transfert pour faire de l'optimisation fiscale. Toujours est-il que les échanges entre filiales d'un même groupe se nomment commerce intra-firme. Donc c'est vers ça qu'on voulait aller, hein. C'est bien des échanges mondiaux, hein, qui ont lieu, mais comme ils ont lieu entre filiales d'un même groupe, eh bien, on ne parle pas de commerce international, on parlera de commerce intra-firme. Il y a bien des marchandises qui circulent, mais ce n'est pas de vraies exportations vers des consommateurs, c'est juste des flux de marchandises entre filiales. Donc ce commerce intra-firme est très important, quantitativement, puisqu'il concerne un tiers du commerce mondial. L'apparition des firmes multinationales et d'une division internationale du processus productif, DIPP, on va voir ça juste après, est donc à l'origine d'une accélération des échanges mondiaux. Donc voilà au clair sur la question donc de ce que c'est que le commerce intra-firme et d'où est-ce qu'il vient. Donc je vais mettre pause tout de suite pour essayer de segmenter les vidéos et je reprends tout de suite après.